Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver sur Truth TV, la télévision interactive. Encore une fois de plus, on se retrouve ce soir et c'est vendredi pour l'émission Sport 3, l'émission qui vous détaille l'actualité sportive de toute la semaine. Ce soir, on parlera du décès de la légende de football Diego Armando Maradona, décès survenu ce 25 novembre 2020. On parlera également de la campagne africaine avec la visite du président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, qui est allé sur le terrain de Salitas et ainsi il est allé aussi saluer Raimo qui sort également en campagne africaine. On en parlera dans cette émission. Et puis le face-au-foot avec la 13e journée. On démarre ce soir un match avancé avec la rencontre RCK-ASFB et on va vous en parler durant toute cette émission avec Ibé Cabré. Bonsoir. Bonsoir à vous Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs de Truth TV. Oui, en face de vous il y a Adama Salambéré. Adama, bonsoir. Bonsoir Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent et ils seront encore servis comme d'habitude en termes d'actualité sportive. Oui, en termes d'actualité sportive, Issaka Ilboudo est également présent sur ce plateau. Bonsoir. Présent avec le sourire parce que voilà, salut tout le monde et puis on est prêt. Voilà. En tout cas, merci à tous les trois d'être une fois de plus présents sur ce plateau et on va se retrouver juste après cette petite virgule. Voilà, et on démarre avec cette nouvelle qui est tombée ce mercredi 25 novembre 2020. La légende de football mondial, on va dire, Diego Armando Maradona, est décédé ce jour-là à l'âge de 60 ans. Voilà, donc une icône est partie, un monument est parti, Ibé Cabré. Et qu'est-ce que vous retenez de ce grand homme de l'Argentine? Alors, je crois que tout ce qui devrait être dit autour de son décès l'a déjà été, et tout ce qu'on peut, c'est de dire, de souhaiter que son âme repose en paix. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce monsieur? C'est vrai que c'est avec des yeux de gamin qu'on l'a vu, mais après avec les vidéos et toute la documentation donc, qui existe, donc on a pu s'en convaincre que c'est quand même un monsieur qui a marqué très très positivement l'histoire du football mondial. Et il y en a qui parlent donc de sa main qualifiée main de Dieu lors du mondial en 86. On a vu que l'arbitre même qui avait sifflé ce match a salué donc celui qui avait trompé sa vigilance. Ça dit à quel point c'était un garçon quand même assez intelligent et doté d'un savoir-faire dans tout ce qu'il savait faire, et c'était de jouer très bien au ballon. Oui, et un joueur hors pair, Salambéré, un joueur qui pouvait dribbler toute une défense, on va dire, tous les 11 joueurs pour aller marquer un but, à l'image de cette, en tout cas, attaque. Ici, vous voyez Diego Armando qui est dans ses œuvres, qui montre qu'il peut posséder le ballon comme il veut. Salambéré. Oui, bien sûr que c'est un joueur, un fin dribbleur. C'est pas pour rien, il a été désigné joueur du siècle. Et cette image nous rappelle bien sûr ce match Argentine-Angleterre où il avait vraiment offert le trophée de la Coupe du Monde à l'Argentine, pendant que sur le terrain politique il y avait une guerre entre l'Argentine et l'Angleterre, bien sûr parlant des îles Malouines où vraiment l'Angleterre avait pris le dessus, mais sur le terrain, à cause de Maradona, l'Argentine a pris le dessus, puisque ce jour Maradona marque 2 buts historiques. Premier but de la main, appelé main de Dieu, et bien sûr le deuxième but où il a dribblé pratiquement tous les joueurs anglais. Il a vraiment nettoyer tout le monde pour aller marquer. Depuis le rond central, il faut préciser. Voilà, depuis le rond central qu'il avait. Vous vous rappelez que Messi avait marqué un but pareil, où on avait qualifié. La différence, c'est que Messi marque du pied droit à la fin. Alors que là, lui, il est un gaucher nominal, on va le dire. Voici ce but-là. Ce but qu'il a vraiment dribblé tout le monde, c'est un fin technicien. Franchement, à cause de Diego Maradona, l'Argentine a vraiment eu une certaine promotion jamais égalée. Oui. C'est pas pour rien, vraiment, c'est tout le pays qui pleure sa disparition. Vous avez vu l'enterrement, comment est-ce que les gens pleuraient, comment les gens venaient déposer les gerbes de fleurs, le maillot estampillé Diego Maradona. Vraiment, c'est un monument, c'est pas pour rien, on l'appelle Dieu. Je me rappelle d'un titre de l'équipe, ce journal français, Dieu est mort. Ah oui.
C'est en l'honneur à Maradona. Maradona, parce qu'on le qualifie de Dieu. Justement, on va faire un petit arrêt sur cette action où il marque de la main, on dit la main de Dieu. El Pipe de Oro, c'est son nom aussi, le gamin en or. Comment il est arrivé à faire tout cela, étant joueur, arriver à marquer de la main sans que l'arbitre n'arrive à voir ce but, Isaka, si vous vous rappelez? Non, il faut dire que la vie de ce grand joueur est un coffret d'événements successifs, d'événements souvent heureux ou souvent malheureux. C'est l'ensemble de tous ces éléments-là qui ont rendu la personnalité de Diego Maradona une légende. Vous vous rappelez que moi je disais tout à l'heure à un ami que c'est d'abord un fils de l'Afrique, parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes ne savent pas, Diego Maradona a foulé les terres africaines à l'âge de 21 ans. Il est arrivé en Côte d'Ivoire avec Boca Junior, il avait 21 ans en 81 pour un match contre la SEC et le Stade d'Abidjan. Et beaucoup de gens ne l'ont pas su, parce qu'à cette période, il faut repartir dans l'histoire pour comprendre que le Stade était une grosse équipe en Côte d'Ivoire. Et après le passage de Santos, de Pelé, qui a joué dans les années 60 contre le Stade, Boca Junior est venu en Côte d'Ivoire pour jouer contre les équipes ivoiriennes. Beaucoup ne savaient pas qu'il était passé par l'Afrique dès son jeune âge. Déjà, on avait vu en lui quelqu'un qui avait une qualité déjà qui présageait un lendemain vraiment meilleur. Et Dieu faisant des choses, effectivement, il a développé tout ce talent. Mais Diego, c'est pas seulement le talent, c'est un ensemble d'éléments. C'est des frasques et c'est tout ça là qui ont constitué l'homme. Pour revenir peut-être sur la main dont vous parlez, moi personnellement j'ai suivi le match, j'ai eu la chance. À l'époque, c'est vrai, on était en Côte d'Ivoire. C'était pas évident même d'avoir la télé en ce moment pour regarder. Mais je me rappelle que beaucoup de gens, peut-être de mon âge, n'avaient pas cette chance-là de voir ce match. Moi, je l'ai regardé. Angleterre, Argentine. Ce match était arbitré par Ali Benasser, arbitre tunisien, qui était à l'époque choisi pour la finale de cette grande finale. Et des années après, 29 ans après, Maradona est passé en Tunisie, aller saluer Ali Benasser et lui faire une dédicace de maillot. D'accord. Ouais, en reconnaissance de ce qui s'est passé au stade Guadalajara en 1986 au Mexico. Donc c'est pour dire que c'est un monsieur qui a marqué l'histoire du football. Et toute notre jeunesse, on a été baigné par Diego Maradona, parce que nous on est de la génération un peu Maradona, mais avant c'était la génération Pelé que l'on n'a pas trop connue. Mais Maradona, au moins, on a connu. On a vu son passage au FC Barcelone, qui n'a pas été un passage réussi. On a vu son passage en Italie, où il a institutionnalisé pratiquement une équipe qui était en lambeaux, qui était dans un quartier précaire, méconnu. Aujourd'hui, quand on parle de Naples, c'est l'image de Diego qu'on voit. La preuve, le stade San Paolo de Naples a décidé aujourd'hui de dénommer son stade le stade Diego Maradona, parce que c'est devenu une institution. Et en plus, il a pu offrir à son pays cette finale de la Coupe. Donc c'était vraiment un génie qui a marqué. On dira tout, mais il reste une immense personnalité. On dit le roi est mort, vive le roi. On ne peut que s'incliner devant son talent et sa mémoire. Et à côté aussi de ces éloges que vous venez de faire, il y a un côté sombre aussi de Diego Maradona, en l'occurrence son addiction à la cocaïne. Il est beaucoup colérique également. On lui reproche d'être beaucoup violent. Isaka, il était beaucoup violent. Je veux dire, sur ce volet, c'est tout à fait juste. Il n'est pas le seul. Vous savez, on peut pardonner souvent des frasques aux stars. Il n'est pas le seul qui a eu une vie un peu mouvementée en tant que footballeur. Vous vous rappelez de Paul Gascoigne, l'anglais. Toutes ces personnes-là, c'était des gens talentueux dans les années 90, mais après, qui ont eu des frasques. Mais contrairement à nous qui ne sommes pas des stars, et on peut souvent leur pardonner. Sinon, c'est quelqu'un qui était très colérique, très difficile. On a vu sa bagarre à l'équipe contre le Bilbao. En finale, on a vu son coup de pied qu'il a donné. Il a fait tellement de frasques, mais au-delà de ça, c'est le talent qu'il avait, et on ne peut que retenir ce qui était bon de Diego, où il a inspiré beaucoup de jeunes. Est-ce que c'est pas ce côté-là qui a fait qu'il n'a pas eu une grande carrière, et on va dire en général, parce que ça a un peu empiété aussi sur sa carrière, IB? Mais c'est suffisamment important donc pour qu'il soit une légende, et aujourd'hui personne ne peut contester cela. Ce qu'il a fait en si peu de temps, c'est pas que
on le cite parmi les 2 meilleurs joueurs au monde de l'histoire du football à côté de Roi Pelé. Avant donc on entre dans le débat Cristiano Messi. Je crois que ce sont ces 2 personnes-là aujourd'hui que les gens avaient jusque-là qualifiés donc des meilleurs joueurs donc de l'histoire du football. Effectivement, il a eu ce côté sombre parce qu'il avait quand même des rapprochements avec le milieu de la drogue. Il y a beaucoup d'exemples qui font lésion, mais même ces derniers soucis sanitaires, beaucoup de personnes ont lié ça par rapport à un certain nombre de drogues qu'il avait consommées et qu'aujourd'hui ça avait quand même des répercussions, comme il ne fallait pas en douter, donc sur le fonctionnement du système nerveux central. Donc du coup, il avait même subi une opération, je crois, au niveau du crâne. Et malheureusement c'est un arrêt cardiaque qui est venu. On n'a pas vu son examen, le bulletin médical pour arriver aujourd'hui à une conclusion que voilà, cet état de fait est lié à causer la mort du grand monsieur. Mais quand on connaît derrière, j'ai peut-être la chance de fonctionner dans un organisme qui lutte contre les drogues, donc j'en sais un peu plus donc, sur ce que peuvent être les conséquences liées à la consommation de la drogue et tout. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de l'homme, c'est surtout le côté positif, surtout le fait qu'il a ébloui donc le milieu footballistique, et aujourd'hui ça reste une légende. Oui, et il y a aussi sa carrière d'entraîneur aussi qui n'a pas beaucoup marché. On a vu qu'il a tenu l'équipe nationale d'Argentine, malheureusement, et qui n'a pas pu faire grand feu. Et ça l'a mérité. Oui, bien sûr, c'est un peu lié. Vous le savez, depuis qu'il a quitté Barcelone pour Naples, voilà, dans une ville, on dira une des villes les plus pauvres d'Italie, qui s'offre le luxe de payer un joueur assez cher puisque à l'époque il était le joueur le plus cher, 12 millions de dollars. Oui. À l'époque c'était pas rien. Donc déjà les gens se questionnaient parce que vous voyez dans le milieu italien on parle beaucoup de drogue dedans. Les gens se questionnaient, est-ce que cette manne d'argent qui était que Naples s'était vraiment offert pour payer le joueur était vraiment faramineux, à tel enseigne que les gens se posaient beaucoup de questions. Je crois que ça a débuté jusque-là. Voilà. Et quand vous en consommez trop, bon, je ne suis pas trop spécialiste dans le milieu, mais vous pensez que c'est ce qui a fait qu'il n'a pas pu être un entraîneur? C'est ça. Mais à mon avis, c'est ça. Parce que là, déjà, il était fatigué, un peu détruit par la drogue. Plusieurs fois, bon, vous voyez, il tombe malade, il se relève. Voilà. Et il vient pour entraîner une équipe. L'esprit n'est plus vraiment à la concentration pour vraiment apporter tout ce qu'il sait, tout son talent sur le football. Ce qui fait que, bon, on peut lier un peu à ce manque de réussite avec l'équipe d'Argentine, l'Albi Céleste. À cela. Issa avait placé moi, je pense que c'est des probabilités. Mais seulement peut-être que l'erreur que Diogo a commise, c'est l'erreur que beaucoup de grands joueurs ont commise. En pensant qu'on peut partir de grands joueurs à grands entraîneurs. C'est pas toujours une logique. Les grands joueurs n'ont pas toujours été des grands entraîneurs. Et aujourd'hui, vous allez regarder sur l'échiquier national ou international, les plus grands entraîneurs aujourd'hui pratiquement n'ont pas été des joueurs très éblouissants. À l'exception des Zidane. Voilà, à l'exception, oui, c'est pourquoi je t'ai dit, la majorité n'ont pas été des joueurs d'un certain niveau. Donc c'est deux milieux carrément différents. Le management des hommes, l'inculcation des valeurs et la praticabilité sur le terrain, c'est deux choses différentes. Vous pouvez être un grand joueur, mais pas forcément un grand entraîneur. Et que lorsque Diego a voulu passer de grand joueur adulé par tout le monde entier, par tout son pays où il est devenu comme un dieu, à entraîneur, vous voyez qu'il y a eu un problème. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Mais sur le terrain, il était vraiment le maître des lieux. Oui, en tout cas Diego Maradona, qui s'est éteint à l'âge de 60 ans. Voilà, donc en tout cas, on reconnaît que c'était une icône du football mondial. À présent, on va passer à notre volet de l'actualité. On va s'intéresser à la campagne africaine du Burkina Faso, on va dire. Et Raimo qui sort en Ligue des champions africaine
africaine et Salitas qui sera en coupe de la Confédération africaine et le président de la Fédération burkinabé de football, vous voyez en image, qui est allé sur le terrain d'entraînement de Salitas pour en tout cas encourager cette équipe qui doit aller, qui doit être au Ghana pour son match contre Ashanti Gold Fred. Donc pour le président Lazare Bansé, il était de bon ton de se présenter en tout cas à cette équipe-là pour, voilà, je disais, encourager. Il est allé aussi au stade du 4 août rencontrer Raimo, où il a, en tout cas, je vous laisse d'abord écouter le colonel Yacouba qui a parlé un peu. Donc, voilà, là c'est au stade du 4 août et Lazare Bansé qui parle. Pour saluer, surtout vous encourager pour le match de demain. Je sais que vous êtes de bons et de grands joueurs et que vous pouvez faire vraiment la troisième raison, c'est parce que vous êtes engagé parce que vous êtes des représentants du pays, et tout le monde doit se mettre ensemble, vous et Salitas, pour vous supporter. Je ne veux plus de spectacle des gens qui souhaitent la défaite d'un club burkinabé parce qu'ils ne sont pas de ce club. Je pense que cette idée-là, on ne veut plus voir. C'est pas bon. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui viennent au stade pour souhaiter la défaite d'un club parce qu'ils ne sont pas de ce club. Je pense que ce n'est pas des patriotes. Lorsqu'une équipe devient championne, et qu'elle représente le Burkina, que ce soit en Coupe CAF ou en Coupe Champions League, ces équipes-là représentent forcément le Burkina comme les étalons. Donc nous devons nous mettre derrière cette équipe-là, la supporter pour qu'elle l'emporte. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est pour apporter ce message. Et je l'ai dit à Salitas, les élections sont terminées. Aujourd'hui, on est à la fédération, on est là pour fédérer toutes les énergies pour que notre football avance. Et toi, Raïm et Raïmo, toi en tant que personne physique et ton club, je viens te le dire officiellement ici, ta place au sein de la fédération pour qu'on avance ensemble. Voilà, c'était là le discours du président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, au stade du 4 août où Raimo devrait s'entraîner. Donc il est allé également sur ce terrain-là encourager cette équipe de Raimo. On va voir les images du président au stade du 4 août en compagnie de Raïm Ouedraogo avant de continuer. Mais je vous passe la parole, Ibé. C'était bon augure, c'est une belle sortie du président d'aller encourager ces équipes-là qui représente le Burkina en campagne africaine. Moi, je pense qu'il a très bien résumé dans son intervention. Il dit que c'est des équipes qui vont représenter le Burkina, donc nous avons le devoir donc d'être derrière ces équipes-là comme si c'était les étalons qui jouaient. Moi, je pense que c'est assez locataire et assez révélateur de ce que ces équipes-là peuvent représenter dans la compétition pour l'image du Burkina Faso. Et cette sortie du président Lazare Bansé, à mon sens, est très salutaire, oui, dans la mesure où, effectivement, il n'est pas parti avec les mains vides puisqu'il a apporté quand même un soutien matériel et financier donc pour encourager ces équipes. Et même la présence déjà, elle seule, c'était quelque chose d'assez significatif donc pour galvaniser les troupes de Lagui Coulibaly et de Jafar Lengani. Donc du coup, moi je pense que c'est des sorties très salutaires et à mon sens il faut les multiplier, voilà, parce que non seulement ça participe avec ce qu'on a vu lors des élections et même après, ça participe à la réconciliation, à apaiser donc les cœurs. Attention, et voilà, quand on connaît l'histoire donc de ces deux clubs et des élections, et aujourd'hui Lazare Bansé face à ses équipes et le voir tenir un tel discours, moi je pense que c'est quelque chose de bien faisable. Avant de laisser la parole à Issaka, on va revoir ces images du président Lazare Bansé au stade du 4 août en compagnie de Raïm Ouedraogo, fondateur de cette équipe de Raïmo. Voilà, si la régie nous permet. Voilà, ici c'était déjà à Salitas. Voilà, on va tout montrer maintenant. Hein, voilà, donc Raïmo, Salitas. Voilà, le président Lazare Bansé, d'abord sur le terrain de Salitas, et encourager voilà ces joueurs, permettre à ces joueurs d'avoir en tout cas le moral haut pour continuer. Issaka, comme je le disais, c'est une belle sortie du président. Non, je pense que Ibé a tout résumé. C'est une sortie XXL parce qu'il fallait vraiment la faire. Et je pense que si j'ai une belle mémoire, je ne dirais pas que c'est la première fois,
Mais le contenu, c'est pratiquement la première fois qu'on a vu la sortie d'un président de fédération aller saluer des équipes avec aussi les mains garnies. Parce qu'on rappelle que chaque équipe c'est octroyé une manne financière de 2 millions, ce qui n'est pas négligeable, plus des ballons. Donc c'est une sortie, à mon sens, très bien orchestrée. Et il fallait vraiment la faire, il a bien fait, il allait soutenir ces jeunes. Vous avez vu au stade, au terrain de Salitas, il y a eu la haie d'honneur pour l'accueillir, il a été également bien accueilli. Mais au-delà de tout ça, c'est le contenu des discours qui ont été prononcés dans les deux sorties qu'il faut retenir. C'est des discours de rassemblement, c'est des discours de cohésion, c'est des discours, il a même dit, d'apaisement. Il a dit que vous êtes des acteurs clés du football. Il n'y a pas de raison que vous soyez en dehors de la politique du développement de notre football. Donc, à partir de cet instant, on oublie toutes les élections, toutes les nuits, des longs couteaux qui ont été faits. Tout ça s'est passé. Il faut maintenant regarder dans la même direction. Et je pense que là, un bon manager, un bon chef d'entreprise, le management aussi c'est ça. Il faut à un moment donné s'appuyer peut-être sur ses erreurs pour pouvoir franchir des paliers positivement. Et là, vraiment, nous on salue cette sortie. Oui, et c'est vrai, Salambele, que dans son discours, il a bien signifié à Rahim Ouedraogo que la fédération, c'est pas la maison d'une seule personne, c'est pas la maison de quelques Burkinabés, mais la maison de tous. Ça veut dire qu'il ouvre la porte à Rahim qu'il peut intégrer la fédération. Oui, bien sûr, puisque ça sortait avec un double sens. D'un côté, il sortait d'abord pour vraiment se faire une image. Après, bien sûr, les élections, parce que vous savez que les deux clubs n'ont pas soutenu Bansé lors des élections. Donc, c'était une sortie pour dire, bon, la campagne est terminée, j'ai été élu. Vraiment, je ne suis pas élu pour vraiment gérer peut-être les équipes qui m'ont soutenu, mais je suis là maintenant en tant que président de fédération de toutes les équipes, tout ce qui est football au niveau du Burkina Faso. Et voilà, et pour éteindre tout ce qui est vraiment pouvait vraiment éclater quelque part. Et le deuxième sens, c'était vraiment pour apporter ce soutien. À Salitas, il a dit « Je suis Salitas ». Ça, c'est une phrase vraiment Rahimou, il a dit même chose aussi. Également, voilà. Donc, il faut dire, vraiment, c'était avec beaucoup de franchise qu'il est sorti pour vraiment apporter son soutien afin que les deux équipes... Pourquoi vous riez? C'est une phrase sortie. Bien sûr. Pour soutenir que ces deux équipes qui partent en campagne africaine, par qui ne jouent pas seulement pour leur club, ils jouent pour le Burkina Faso. Voilà, qui est bien dit. On va écouter Rahim Ouedraogo, qui est le fondateur de Raimo FC. Raimo qui sort en campagne africaine en Ligue des champions africaine ce dimanche face à Nyamba du Nigeria. On l'écoute. Comme il a eu à nous signifier, on ne joue pas que pour Raimo, on joue pour le Burkina Faso. Et nous allons tout faire pour bien représenter le Burkina Faso. Et lui, c'est notre nouveau président de la fédération. Et nous aussi, on veut continuer à apporter notre contribution au football burkinabé pour que lui aussi son mandat soit satisfaisant sur le plan sportif. Donc nous sommes là, il a dit les élections sont finies et Raimo n'a pas de rancune et moi je pense qu'il a bien fait de faire le tour des équipes et pour se faire connaître d'abord, si je dis faire connaître en tant que le nouveau président de la fédération. Et nous sommes prêts à travailler avec lui et nous sommes prêts à apporter notre concours si la fédération a besoin de lui. Nous serons toujours là. Voilà, Rahim qui vient de confirmer et en tout cas son objectif, son désir aussi d'ouvrir la porte, voilà, de travailler avec Lazare Bansé. C'est très bien aussi également. Oui, je crois que ça a toujours été le souhait de Lazare Bansé de travailler avec ses salangeurs. Je crois qu'il avait même entamé, des démarches en son temps. Sauf qu'à l'époque, les tensions étaient encore vives et que peut-être il fallait laisser la tempête passer et puis entreprendre. Mais je crois qu'avec le répit, tu vois que même les discours ont été remodelés. Bien sûr. Et c'est Rahim lui-même qui le dit ouvertement. Et quand on écoutait les discours prononcés aussi par le colonel Yacouba Ouedraogo, donc c'est des discours qui
qui ne sont pas réfractaires et qui sont également ouverts à accompagner le président Lazare Bansé donc dans la réussite de sa mission. Effectivement, on ne peut pas parler du développement du football aujourd'hui sans intégrer ces acteurs. Ce sont des acteurs pertinents dans le milieu du football qui aujourd'hui qui ont besoin même d'être à côté du président de la Fédération burkinabé de football, soit par des conseils, soit par des actions donc qu'ils vont poser donc pour l'accompagner donc dans son projet de développement du football qu'il attend clamé donc pendant la campagne. D'accord. Et voilà, Raïmou qui normalement devrait être au Ghana pour Salitas plutôt, voilà, merci. Et pour jouer à Ashanti Goldfloyd. Et aux dernières nouvelles, c'est aujourd'hui, vendredi, qu'une partie de l'équipe a pu voyager. Salamere, vous qui êtes de la mission, puisque vous allez aller finalement ce samedi, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement. Non, mais bon, la mission devait normalement partir hier. Mais bon, comme tout le monde, chacun avait fait son test Covid parce qu'on ne peut plus aujourd'hui voyager sans ce test Covid. D'accord. Et on a fait des prélèvements le 24. Et je crois que les médecins ont également rejoint Salitas dans leur fief de Ouara 2000 pour faire des prélèvements. Mais quand on est arrivé hier matin à l'aéroport, on nous dit que les prélèvements des joueurs n'ont pas été vraiment très bien faits. Donc il fallait qu'on refasse d'autres prélèvements, alors que vous ne pouvez pas voyager sans ces tests PCR qui sont vraiment les plus crédibles pour voir si vous êtes touché ou pas. Donc il fallait annuler toute la mission de toute la délégation pour aller faire encore les prélèvements. Parce que au moins pour faire un prélèvement il faut attendre au moins 24 heures, sinon 12 heures ou 24 heures pour avoir les résultats. C'est ce qu'on a fait, toute la délégation s'est repliée pour aller refaire le test. Attendant, on se disait qu'aujourd'hui les résultats allaient sortir, mais bon, c'est une partie des résultats qui est sortie. Voilà, tous ceux qui avaient été testés négatifs, je crois, ont pris le départ. Voilà, ils sont partis. Bon, nous tous, on a été testés négatifs. D'accord. Mais merci. Voilà, on attend. Il faut qu'on se rassure parce que voilà, on attend bien sûr demain pour aller avec tout le monde, bien sûr, à Obuasi pour le match. Non, mais je pense que ton explication, on peut prendre ça comme valeur comptable, mais j'estime que il y a quand même un petit manquement parce que je comprends pas le voyage d'une équipe, ça se fait dans le temps et dans l'espace pour pouvoir gagner aussi du temps où on va. Ça dit que moi je peux pas comprendre que on fasse on a des spécialistes aujourd'hui en la matière. Voilà, on fait des tests Covid et puis on arrive à l'aéroport, on nous dit que les tests ont été mal faits. Bon, moi ça me chagrine un peu et ça pénalise un peu l'équipe qui doit voyager pour gagner un peu en temps. Justement. Parce que l'équipe devait être normalement à Obuasi tel jour. Parce qu'il faut tenir compte quand même du paramètre temps de repos et autres avant de jouer le match. Si vous devez arriver 72 heures ou bien 96 heures avant et que vous arrivez maintenant 48 heures, évidemment ça va peut-être jouer sur la récupération, sur votre récupération et par ricochet sur la performance. Donc moi je pense que c'est des trucs sur lesquels on ne devait pas vraiment lésiner sur les moyens quand on sait qu'aujourd'hui tu ne peux pas franchir un aéroport sans le test Covid. Donc on aurait dû, je n'ai pas dit que ça n'a pas été fait, mais j'ai dit il faut souvent mettre un peu de sérieux dans ce qu'on fait pour gagner du temps, parce que là on perd du temps. C'est vrai, mais Salitas c'est une équipe avertie, puisque l'année dernière il y a eu je suis en train de demander est-ce que je suis en train de me demander, en ce moment il n'y avait pas la campagne, il n'y avait pas le Covid. D'accord. Maintenant est-ce que c'est Salitas qui était chargé de faire ses propres tests, ou bien c'était je ne sais pas, ou bien c'est le ministère qui devait faire, je ne sais pas comment ça s'organise, mais j'ai dit, ça ne permet pas de gagner en temps. Justement, on est d'accord sur ce point avec vous, bien sûr. Et ça, Ibé, oui. Non, moi je pense que ni le ministère, encore moins Salitas, ne peut porter cette responsabilité de... ici, ce qu'il faut interroger, c'est l'efficacité de notre système sanitaire, ou du moins de notre système de tests PCR. Parce qu'au-delà de ce que vous avez dit et l'information que nous avons obtenue, c'est que dans un premier temps,
les tests effectivement ont été mal faits et que les résultats seraient venus. Oui. Et que tous ceux qui ont tenté même de faire un test Covid étaient positifs. Donc c'était quand même un résultat surprenant qui nécessitait qu'on refasse pour s'assurer qu'effectivement on était peut-être dans une défaillance technique ou peut-être dans une mauvaise interprétation d'un agent. Oui. Et lorsque ça a été refait, c'est ressorti avec trois positifs et le reste était négatif. Donc c'est une confusion à ne rien comprendre. Et après on est reparti donc pour un nouveau test dont lui il parle. Je pense qu'aux dernières nouvelles c'est le résultat espéré donc qu'on a obtenu. Donc du coup le ministère a pris toutes les dispositions nécessaires. Du côté du ministère, il n'y a pas de problème. Pour que l'équipe voyage à temps. Salitas s'est rendu disponible pour pouvoir voyager à temps. Mais là, ce qui a posé problème, c'est l'efficacité effectivement de notre système de contrôle et de tests Covid. Oui. En plus de cela, Ibé, il faut ajouter qu'il y avait des problèmes de passeport également. Oui, il y avait au moins 3 joueurs qui se sont présentés. Moi, ça m'a vraiment surpris parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une équipe comme Salitas qui a l'expérience de la campagne africaine, ça fait 2 saisons successives que cette équipe joue la campagne africaine et où quelques joueurs vont se présenter avec des CNIB pour franchement voyager. Même si c'était l'espace UEMOA, on pouvait voyager avec la CNIB, mais les choses ont changé, ce n'est plus possible. On ne peut plus voyager avec la CNIB. Nous sommes maintenant dans l'espace CEDEAO. Peut-être je crois que le ministère a essayé de courir de gauche à droite pour leur faire des passeports CEDEAO afin que ces joueurs puissent bouger. Oui. Donc, franchement, ça me surprend que ces erreurs techniques viennent de Salitas. Non, mais ça pose un problème. Vous savez que tout ne dépend pas que de l'équipe. Ça pose un problème aussi du passeport ordinaire des joueurs. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un sujet apparemment tabou, mais qui a quand même une grande importance et qui mérite quand même qu'on en parle. Parce qu'il y a un véritable souci donc, pour les joueurs, pour l'établissement d'un passeport ordinaire. Pour ce que tout le monde sait et personne ne veut en parler. Non, je n'en sais rien. Je ne veux pas faire allusion à ce qui s'est passé. Oui, mais je dis qu'il y a un véritable souci. On ne fait pas allusion IB, mais on sait que si on n'arrive pas à établir un passeport ordinaire pour les joueurs, c'est des questions d'âge qui s'imposent. Non, pas forcément. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a la fiabilité. Moi, je préfère qu'on parle de la fiabilité même des documents que vous présentez au niveau de la migration pour vous faire établir un passeport. Et maintenant, la fiabilité des documents peut dépendre de plusieurs paramètres. Ça peut être la date d'établissement, ça peut être autre chose, ça peut aussi être l'âge. Je ne vous le nie pas, mais je trouve qu'il y a quand même des efforts qui doivent être faits dans l'un ou dans l'autre sens, et surtout au niveau des joueurs pour pouvoir respecter un certain nombre de normes afin de bénéficier le sésame précieux. Non, mais également les dirigeants, parce que si je suis dirigeant de Salitas, par exemple, je m'assure que mes joueurs qui vont voyager pour le match, je m'assure que chacun a son document en poche. Sinon, je sais qu'en se présentant avec la CNB, il ne pourra pas voyager. Donc, à quoi bon amener ce joueur pour qu'il voyage? Peut-être qu'on se disait que la CNB était... Non, on ne peut pas. Le document est avant tout usage personnel. Il faut appeler un chat un chat. On ne peut pas se dire que on va voyager avec une pièce d'identité. C'est vrai que ça fait pas longtemps. On avait également chargé... On n'a plus les CNB. Ça fait pas longtemps. Donc ça peut arriver, Isaka, qu'on oublie qu'on a interdit maintenant de voyager dans l'espace CEDEAO avec la CNB. Non, dans l'espace UEMOA. C'est avec dans l'espace UEMOA. Alors qu'on voyage dans un pays qui est dans l'espace CEDEAO. Le Ghana n'est pas dans l'espace UEMOA. Donc normalement on devait savoir que pour le Ghana au moins la CNB n'est pas permise. Si c'est d'accord. Si c'est des oublis, je pense que il va falloir faire un effort pour ne plus que ces oublis arrivent, parce que ça crée un désagrément et ça met un peu en lumière des défaillances organisationnelles. D'accord. Et c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. On espère en tout cas que toute l'équipe va pouvoir voyager et que Salitas gagnera son match contre Ashanti Goldfried au niveau de Aboissi au Ghana. Pour le moment, on s'intéresse à l'entraînement de Raimo qui s'est entraîné, et c'était hier jeudi au stade du Cartout. Il y a eu du renfort dans le staff, 3 expatriés, 3 Européens qui sont venus, vous le connaissez, et il y a le préparateur physique des étalons avec Duarte. Lorsque Duarte était entraîneur des étalons, j'oublie son nom.
En tout cas, c'était Fabien. Voilà, il était le préparateur physique des étalons et vraiment il le faisait avec beaucoup d'amour. Celui-là également, il était du staff de Paulo Duarte. Voilà. Donc je crois que Raimo allait bien pêcher des gens qui peuvent vraiment accompagner l'équipe pour bien sûr. On dit souvent qui veut voyager loin, ménage sa monture. Et là c'est une grosse pioche qu'ils ont faite pour venir apporter un petit plus, parce que le voyage à Annaba ne sera pas une partie de plaisir. On se rappelle que l'année dernière on a pris une raclée de 5 buts à 0 avec une sortie de carton rouge. Donc le voyage au Nigeria a toujours été des moments de sommeil troublés. Donc il faut se mettre au moins les chances de son côté, surtout que le match à domicile on reçoit déjà. Essayer de peut-être baliser, faire une bonne chose avant le retour. Et l'appel de ces expatriés, j'espère que ça va apporter un plus pour que les garçons soient, parce qu'on a effectivement suivi les séances qu'ils ont eues avec ces joueurs, c'est des séances tactiques, des séances techniques, des mises en condition. Surtout physique, parce qu'on a regardé un peu. Donc je pense que ça doit pouvoir normalement, et un club qui se veut professionnel doit travailler comme ça. Même si vous n'avez pas peut-être les moyens d'avoir ces personnes constamment avec vous, lorsqu'il y a des possibilités, des sorties de ce genre, il faut toujours des renforts. Mais la question que je me pose, Ibé, est-ce que ça ne sera pas de trop, puisqu'il y a déjà quelques préparateurs physiques nationaux qui sont avec l'équipe. Il y a Brahma Zongo, il y a Jefa Lengane, il y a son adjoint. Non, je pense qu'ils ne sont pas des préparateurs physiques. Non, je parle du staff maintenant. Brahma Zongo est l'entraîneur au niveau de l'étage inférieur. Jaffa Lengani n'est pas un préparateur physique. Non, je ne dis pas qu'il est préparateur. C'est ce que vous dites. J'ai dit qu'il y a des préparateurs physiques, mais j'ai cité tout le staff en fait pour vous comprendre qu'il y a il finit de poser la question. Permettez que je finisse. C'est-à-dire que vous m'avez arraché la parole. Non, je ne vous ai pas arraché. C'est où vous étiez en train d'aller, où je ne suis pas trop d'accord. Ces noms que vous avez donnés n'ont pas forcément des connaissances physiologiques en préparation physique. Je pense que ceux qui sont allés chercher sont sûrement des spécialistes en la matière de façon pointue pour venir apporter un truc sur le muscle. Voilà, maintenant, l'aspect tactique, technique, tu vas voir qu'eux aussi, ils ne vont pas vouloir se mêler dedans. La question que je voulais poser, est-ce que Jaffa aura son mot à dire à la fin si... Mais il est l'entraîneur. Je crois qu'il y a... Il est l'entraîneur. Il n'y a pas de confusion. La question que je pose, c'est pour que vous répondiez, Isaka. Mais attendez, Ibé je peux parler maintenant parce que ça a marqué la question. En fait, il n'y aura effectivement pas de confusion de rôle. C'est vrai que tout entraîneur a quand même des bagages de préparateurs physiques, mais il y a des gens quand même qui se sont spécialisés de façon approfondie en la matière. Et je crois que même Paulo Duarte en avait eu besoin à un moment donné. Donc c'est ce qui nous a permis donc de constater les résultats que nous avons engrangés sous l'ère Paulo Duarte. Et là, Raimo est tourné définitivement vers le professionnalisme en faisant venir donc ces deux messieurs qui vont être d'un apport très bénéfique. Et moi je pense qu'au contraire, l'entraîneur devrait être beaucoup plus satisfait et content de les recevoir dans son effectif. C'est vrai que on peut être préférateur physique, mais il y a du matériel qui accompagne ce travail, des matériels par moment qui coûtent extrêmement cher. Bien sûr. Vous avez vu qu'ils ont accroché des appareils, d'autres joueurs ont accroché des appareils. Donc c'est pour justement pour tester les poules et voir quel joueur ne pourra pas démarrer le match, quel joueur ne pourra pas jouer un certain nombre de moi je pense que ça participe à cela. Ils sont là avec les appareils et ça pourra permettre donc de déterminer les joueurs qui pourraient être efficaces et utiles pendant donc cette double sortie. Mais je ne sais pas à quel moment ils sont venus, mais j'aurais bien c'est une semaine déjà. Moi j'aurais bien voulu que Salitas au début du championnat. Voilà, au début du championnat. Là, ça fait une semaine. Vraiment mettre toute l'équipe dans les conditions peut-être que c'est un début. Oui. Voilà. Ça peut être un début, mais bien sûr, je dis que ça peut coûter extrêmement cher. Ça peut être et vous n'oubliez pas aussi que c'est un contrat à court terme. Voilà, c'est peut-être un contrat à court terme. N'oubliez pas que c'est des entreprises et il ne faut pas aussi fonctionner à perte. Bien sûr. Voilà, je crois que le Salitas, Raimo, ils sont dans une dynamique où ils l'ont affirmé, où ils font, et ils sont dans le football business. Et dans le business, il ne faut pas fonctionner aussi à perte. Je crois que ça peut être un coup de pouce par moment, mais dans la façon de fonctionner, il ne faut pas fonctionner à un moment donné et puis aller se heurter à un mur de... Non, moi
Moi, je pense qu'il n'y a pas à se heurter. De toute façon, que ce soit dans 50 ans, ils seront obligés de faire avec ça. Bien sûr. Voilà, ils seront obligés. Parce que quand on parle de foot business, c'est quoi? Le business sous-entend qu'il y a un travail de base en amont qui vous permet d'acquérir ce business. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si vous voulez être dans les phases de poule pour engranger la manne financière qui est là-bas, vous devez faire un travail de base. Et ce travail de base-là, vous serez obligé d'avoir ces personnes-là. Et moi je pense que ce qu'ils ont fait, ça peut déjà leur donner une idée de pourquoi pas, tel que je connais Raïmou, il est capable de peut-être chercher à former même des gens. Il a déjà fait un pays comme la Hollande. Ils ont des tuyaux. Ils peuvent même, pourquoi pas, peut-être dans les années à venir, envoyer des gens pour se former, mais pas en entraîneur, mais en spécialité, préparateur physique, comme dans tous les pays. Vous savez qu'il y a des spécialistes en gazon, il y a des spécialistes en tout. Voilà, donc aujourd'hui le football c'est des métiers. Donc ils seront obligés tôt ou tard si d'aventure la présence de ces blancs-là produit des résultats escomptés, ça va leur donner des idées. Pourquoi pas nous aussi avoir des spécialistes dans ce domaine? Bien sûrement, c'est faisable. Bien, merci Issaka Ilboudo. On va écouter à présent Diafar Lengane, l'entraîneur de Raïmo. Cette année, c'est ça, c'est d'être agressif. Voilà, c'est d'être agressif, c'est d'être concentré, c'est d'être motivé aussi pour jouer ce genre de match-là, parce que ce sont des grands matchs. Et en même temps, c'est ce que je dis, voilà, nous avons enregistré la venue d'un préparateur physique, d'un kiné et d'un directeur sportif. Ça a encore donné de la motivation encore aux jeunes, voilà, pour aborder ce match. Et les Ligues des Champions aussi, c'est des matchs aussi où vraiment les joueurs ont beaucoup d'ambition, beaucoup de concentration, beaucoup de motivation. Et on pense qu'au match aller, au stade du Qatar, il faut tout faire pour ne pas recommencer les mêmes erreurs de l'année passée. Parce que l'année passée, il y avait la place pour marquer 5-6 buts. Voilà, nous avons beaucoup raté. C'était par la jeunesse du groupe. C'est vrai, ce sont des jeunes très jeunes. Voilà, je pense que cette année, ils ont encore pris un an de plus. Je pense qu'avec les séances vidéo qu'on a eu à faire par rapport à ce match, si vraiment ils se concentrent, les occasions qu'ils vont avoir, qu'ils n'ont pas à les mettre au fond, je pense que ça va vraiment nous faciliter le match. Ah bon, on est en train de bien se préparer parce qu'on est conscient que ça serait un match très compliqué. L'année dernière, on a joué contre le même club. Au match aller, on a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas pu les mettre au fond. Donc, on a appris de ça. On sait qu'aller jouer à Imba là-bas, c'est un peu compliqué. Donc, dès le dimanche, on va essayer de se mettre à l'abri ici au Burkina Faso pour aller mieux gérer le match au Nigeria là-bas. Voilà, Diafar Lengane, l'entraîneur, et Adama Barrow Titeuf et le capitaine de Raïmo. Alors, pour ce match, vous avez entendu l'entraîneur et son capitaine. Ils connaissent déjà bien cette équipe de Inyamba après avoir joué l'année dernière et être éliminé. Salambele, en 30 secondes, comment vous entrevoyez cette rencontre? Non, mais moi je voudrais d'entrée que peut-être Raïmo oublie ce qui s'est passé l'année passée pour ne pas se mettre une pression supplémentaire pour se dire non, c'est une équipe qui m'a vraiment dominé. Moi je voudrais que Raïmo laisse ça de côté pour vraiment préparer comme si il affrontait Enimba pour la première fois et que l'objectif c'était vraiment de franchir cette étape des préliminaires de la campagne africaine et travailler franchement à relever le défi, parce que comme on le dit, on ne piétine pas les testicules d'un aveugle deux fois. Non, je pense qu'il a tout résumé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Enyimba, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, n'est plus le Enyimba d'aujourd'hui. Mais à chaque fois, je viens quand vous voyez le Enyimba de Vincent Enyama, du milieu de terrain du Nigeria, qui a fait une belle carrière, Obi Michael, ils ont été 3 fois champions d'Afrique. Bien sûr. Ce n'est plus, même l'année dernière où on a été battu par Enyimba, c'est les phases de poule. Oui, c'est les facteurs exogènes qui ont fait que Raïmo a complètement, on a vu un peu le voyage, comment il s'est passé au Nigeria. Oui. C'est les conditions qui ont beaucoup plus défavorisé l'équipe, sinon elle n'a pas été ridicule. Donc c'est pour dire que aujourd'hui Enyimba, moi je suis rentré un peu sur le site pour regarder, c'est pas une équipe qui est c'est pas une foot de guerre. Voilà, ça veut dire que normalement les enfants, s'ils oublient la décadence de l'année dernière, ils peuvent faire quelque chose, quand même que le voyage au Nigeria, souvent
il faut se lever tôt pour préparer vraiment le terrain. Parce que c'est ça qui joue sur les joueurs, sur les équipes au Nigeria. C'est pas le football sur le terrain, mais c'est les alentours. Quand les alentours sont très mal faits, et au Nigeria ils sont très forts dans ça, ils jouent sur votre mental et après vous perdez. Est-ce que c'est un avantage de jouer déjà ici au stade du 4 août avant de s'envoler pour le Nigeria? Je n'en sais rien, mais je pense qu'à partir du moment où il n'y a même pas de public, c'est des matchs qui se jouent à huis clos. Moi je pense que ça ne va pas se jouer sur ces détails-là. Mais encore faudra-t-il que ces deux équipes-là, Raïmo plutôt s'émancipent. Parce que ce qu'on a vu l'année dernière, on avait eu quand même beaucoup d'espoir à l'aller lorsque Raïmo avait réussi le nul. Oui, c'était un nul. Et après, une semaine après les événements qui ont suivi, on a quand même on a subi une douce froide. Et vraiment, on est sorti quand même de la compétition avec la queue entre les jambes. C'était une situation vraiment pas reluisante. Et moi je pense que Raïmo est assez professionnel aujourd'hui pour tirer les enseignements de ce qui lui est arrivé. Et puis bon, que ce soit à Ouagadougou ou au Nigeria, c'est une équipe qui saura se comporter donc pour espérer franchir un palier dans cette compétition. C'est jusqu'à Annaba, dans l'état de Annaba, c'est pas Lagos ni au... C'est pas la porte d'à côté. C'est pas la porte d'à côté. On fait des doubles voyages. Et même le voyage de Salitas, on ne vous le dit pas. À partir de la ville dans laquelle ils doivent jouer, c'est quand même à 300 km. C'est à 300 km de Accra. La ville minière. Donc ça dit qu'à 5 heures de route de Accra, ça dit qu'il faut aller descendre à Accra de l'avion et puis continuer par la route. Non, ça ne sera pas par la route parce que je crois que le ministère a négocié avec la Fédération ghanéenne de football pour qu'arriver à Accra, qu'on puisse trouver un vol interne et puis... Si c'est une situation qui a été réglée, donc vous allez être en tout cas, merci en tout cas. Ça va donner vos avis et bonne chance à nos deux représentants en campagne africaine. Revenez surtout avec la victoire. Parlons à présent pour terminer avec la 13e journée du Face au Foot avec cette rencontre au Rail Club du Kadiogo ASFB au stade Issoufou Joseph Colombo. Ce match qui a été carrément, Isaka a trouvé le mot, il était un peu fade quand même. Voilà, il était fade puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Quelques coups francs tirés, quelques occasions de part et d'autre, mais qui n'ont rien donné. Oui, c'est vrai, ça a été un match à très vite oublié. C'est vrai que les dernières 15 minutes, on a vu un semblant de regain du RCK, mais dans l'ensemble, on ne s'est pas vraiment emballé. Les deux équipes étaient un peu en dedans. Surtout que après à la fin du match, on a vu la SFB un peu content parce que venir prendre un point. Alors c'était dans une situation assez compliquée. Donc pour eux, les gagnants c'est eux. Maintenant les perdants, franchement, c'est du côté du Rail, et dont tout le monde est venu voir, et on savait que cette équipe avait la place pour gagner. Malheureusement, elle n'était pas dans un grand jour. Donc un match moyen, familialement, on s'est séparé 0-0. Et puis bon, voilà. ASFB, voilà plutôt, qui normalement devrait se reposer puisqu'ils ont joué mardi, et là qui joue ce vendredi. Est-ce que c'est pas la fraîcheur physique aussi qui a manqué à cette équipe-là pour s'exploser, puisque dans cette rencontre, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions? Non, pas forcément. Je crois que ça a quand même respecté les délais de 72 heures d'un match à un autre. Il ne faut pas oublier que pour l'une des rares fois, je ne connais pas une équipe de Oscar Barreau. On avait quand même misé beaucoup d'espoir sur cette équipe de la SFB, mais à l'arrivée, c'est quand même une équipe assez moyenne, avec des qualités individuelles des joueurs quand même assez moyens. Et puis ce qui nous a été donné de voir, c'était vraiment pas une grande ASFB, si bien qu'à la fin c'était quand même un match nul aux allées de victoire pour elle. Et tant pis bon pour le Rail Club de Kadiogo, qui pouvait quand même avoir le match en main. Il s'est même payé le luxe par moment de faire tirer le coup franc par son portier. Et il y avait quand même de la place pour une victoire du RCK, sauf qu'ils sont restés dans une position d'attente et les occasions ne se sont pas multipliées. Et à l'arrivée, donc, c'est un match terne avec un résultat
terne et comme Isaac l'a si bien qualifié, résultat familial. Voilà, avant de donner la parole, on va écouter d'abord l'entraîneur du RCK, Thierry Mouyouma, qui parle après cette rencontre. Ce qui a manqué, c'est la réussite. Et puis les occasions de but. De toute façon, la plus difficile chose en football, c'est marquer des buts. Ça a l'air de rien, on a l'impression que c'est facile, mais c'est difficile. Donc il nous a manqué ça aujourd'hui. Mais pourquoi ça nous a manqué? Parce qu'on s'est moins créé des occasions. Sur le plan du jeu, on a eu une grosse possession, maintenant c'est créé moins d'occasions de but. Évidemment que sans occasion, on ne marque pas. Bon, je pense que quand vous regardez c'est la 13e journée, on a marqué peu de buts. On a marqué à ce jour 10 buts. Ça prouve à suffisance que dans ce domaine, nous ne sommes pas les meilleurs du championnat. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'était pas assez présent dans le but en plein mi-temps. Les garçons, certains qui étaient sur le côté, ils ont mal interprété les positions qui étaient là. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une position, on était censé jouer un 4-2-4. Ça veut dire qu'il fallait plus de présence dans la surface d'opération. Mais les deux qui étaient sur les côtés jouaient comme des ailiers. Ça nous gênait énormément parce que quand on centre, effectivement, il y a un seul. S'il attaque au premier, au point de blâti, il n'y a personne. Mais bon, c'est des choses qu'on devrait pouvoir améliorer. C'est quand vous regardez les garçons qui étaient devant, c'est des jeunes joueurs qui, pour certains, jouent aujourd'hui. Soit leur premier match ou leur deuxième match en championnat. Voilà, Thierry Mouyouma qui a bien dit qu'il y a des joueurs qui jouent pour leur premier match face à la SFB. Oui, mais de toute façon, ça montre également que je commence à croire à Mouyouma qui dit que souvent il est incompris de ses joueurs. Parce que lui, c'est quelqu'un qui veut un jeu possessionnel où les différents paliers se déplacent ensemble. L'attaque, le milieu, la défense, vous vous déplacez ensemble. Mais le problème au niveau du RCK est que dès lors qu'ils franchissent les deux premiers paliers, la défense et le milieu du terrain, lorsqu'ils arrivent au niveau de l'attaque, ils ne savent plus que faire du ballon. Ce qui fait dire à Thierry Mouyouma que ces joueurs ne savaient vraiment pas marquer des buts. À la limite, il n'y a pas de tueur. On s'est dit que depuis le début de la série, ils n'ont marqué que 10 buts. Et c'est vraiment très très faible pour une équipe qui vraiment veut aller très très loin dans cette compétition. Ce qui a d'ailleurs fait que franchement le jeu a été terne, tout le monde l'a reconnu. Oui. Et changer et éternellement son équipe, chaque fois changer, ça montre qu'on n'a pas encore un équilibre au niveau de son équipe et qu'on cherche toujours à mettre une équipe compétitive en place. Oui. Et ça va encore durer beaucoup de temps. Il reste encore beaucoup de journées à jouer, mais on va écouter Issa Wena, c'est l'entraîneur adjoint de l'ASFB. Nous peinons à retrouver les semis de filet, à gagner des matchs. Dans cette peine encore, la Ligue nationale de football aggrave notre peine, a programmé notre match en milieu de semaine alors qu'on a joué mardi. On ramène notre dimanche à ce soir. 365 km à voyager après un match qu'on a fait contre l'ISO qui n'était pas facile. Dans cette situation encore, la Ligue nationale est en train de nous promets à ajouter. Je crois que c'est des trucs qu'ils doivent revoir parce que ça n'engage que moi, mais pour vous l'avez vu ce soir, nous sommes obligés de les booster pour qu'ils aient c'est un point. Ici, vous l'aurez ressenti, ni c'était le banc qui a beaucoup boosté, on allait craquer, ça c'est la fatigue. Je crois qu'on doit tenir compte de ça dans la programmation. Il y a des matchs qu'on a mis en retard, surtout que c'est trop pressé parce que c'est trop coincé parce qu'on a joué rien que mardi et qu'on doit voyager 365 km, on doit tenir compte de ça. Retarder la programmation. Pourquoi pas lundi? Ça fait quoi? Pour même la santé des joueurs. Quand nous voyons ce qui se passe même actuellement en Europe, c'est quoi? C'est la fatigue qui fait que les gens se blessent. Voilà, Issa Wena, visiblement pas content de la Ligue professionnelle de football qui a reprogrammé ce match, puisque le match devrait être joué dimanche, mais comme il y a un représentant de Burkina Faso en campagne africaine, ce match s'est joué aujourd'hui. Voilà, on va voir l'ensemble des oppositions de cette 13e journée. Le Rail Club du Kadiogo qui fait match nul 0 partout face à la SFB. USFA un deuxième match a fait match nul également d'un but partout face à l'Aspa Inenga. Et Uzo AS Police un match à jouer. ASEC de Koudou Léopard de Saint-Camille, Majestic RCB, AS Douane Étoile Filante de Ouagadougou, COSAF AS Sonabel. Et les deux derniers matchs, Vitesse Salitas et Raïmo Royal, ont été reportés à une date pour cette 13e journée. Alors Isaka, c'est quel match qui retient votre attention? Alors pour ce chapitre 13, le match qui retient mon attention pour demain, c'est bien sûr AS Douane et Faux
Je pense que ça va être, comme le disent les Espagnols, muy caliente, ça va être chaud. Ah oui. Voilà, parce qu'on a déjà vu en conférence de presse, chacun a déjà... Il y a eu des empoignades déjà. Voilà, chacun a déjà dit ce qu'il pense. Et l'effort revient d'une victoire quand même si elle est mitigée. Et l'AS Douanes est en train d'enchaîner avec Oyaya Kone. Ils ont retrouvé semblant de regain. Et l'équipe commence à vraiment bien jouer côté AS Douanes. On ne se plaît plus à être là en train d'assister. D'accord. Voilà. Donc ça promet des étincelles. On espère que demain, sur le coup de 16h, on pourra avoir une belle rencontre. Donc, à part ça, les autres aussi, c'est des très belles rencontres. C'est quelle rencontre qui peut vous impressionner? Moi, je parlerai beaucoup plus de Majestic RCB. Parce que Majestic et RCB, c'est deux équipes qui reviennent de défaite, qu'elles n'ont pas dans un match où ils ont mérité quand même un meilleur sort. Vous vous rendez compte que RCB a subi un hold-up parfait de l'USFA à Bobo. Majestic a fait un match double XL face à l'AS Douanes, donc au stade municipal. Aujourd'hui, c'est des équipes qui ne veulent pas se voir compter comment est-ce qu'on se positionne dans le haut du tableau. Donc forcément, c'est des équipes qui vont vouloir donc se renaître, et surtout que Majestic va jouer à domicile. Peut-être qu'on ira voir ce match. Salambéré sera du côté d'Aboissy. Au Boissy Goldfield. Au Boissy, c'est ça? Au Boissy. Il faut nous revenir avec lingots d'or, parce que c'est une ville minière. Ah oui, c'est la ville minière. Revenez-nous avec quand même quelques lingots d'or. Non, revenez-nous avec la victoire. Quand je parle de lingots d'or, c'est cette victoire. C'est la victoire. C'est bien dit. C'est imagé. C'est bien dit. D'accord. Nous sommes toujours des jeunes. Donc merci en tout cas à tous les trois. C'est déjà la fin de l'émission. Ça a été vraiment un plaisir d'être venu sur ce plateau et de débattre avec Salambéré bourré de frais d'émission. On espère que sacré Ibe, bourré de frais d'émission. Qu'est-ce qu'il en sait? Merci également à l'équipe de réalisation. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous lundi pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.